Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, lancement de la campagne Illuminons l'univers de nos personnes hébergées, fermeture des comptoirs de services de Desjardins, mécontentement à la Tulipe, des étudiants récompensés au Centre Frères Moffett, souper conférence annuelle de la Fondation de l'Hôpital de Ville-Marie et tisser des liens au sujet du potentiel touristique de la région. Bonjour à vous, bienvenue à InfoTémis. La Fondation Philippe Chabot procédait le 30 octobre dernier au lancement de sa campagne annuelle de financement « Illuminons l'univers de nos personnes hébergées ». Cette campagne lance la 35e année d'existence de la Fondation Philippe Chabot. L'objectif est de 25 000 $. Par un don de 5 $, vous allumez une ampoule dans les sapins situés devant le pavillon Duhamel de Ville-Marie, le pavillon Tête-du-Lac de Notre-Dame-du-Nord et le pavillon Témiscamingue-Kipawa de Témiscamingue. La Fondation Philippe Chabot a aussi profité de l'occasion pour remettre 4 chèques pour un total de 23 000 $ au centre d'hébergement de la région. TV-Témis était sur place lors de la conférence de presse. Nous avons rencontré le président de la Fondation Philippe Chabot, M. Benoît Drolette. Cette année, la Fondation Philippe Chabot souligne ses 35e année d'existence. Et comme on mentionnait, c'est un moment important pour la Fondation et pour les Témiscamiens, c'est que le fonds permanent de la Fondation a franchi le seuil du million de dollars. Alors, qu'on se souvienne au début, pour recueillir ces sommes, qu'on se souvienne au début des soupers-conférences, des soupers dansants, du liton et depuis 2010, l'illumination de nos sapins avec nos lumières de Noël. Chaque don de 5 $ contribue à allumer une ampoule dans les grands sapins du pavillon Duhamel ici à Ville-Marie, devant notre sapin devant le pavillon Tête-du-Lac à Notre-Dame-du-Nord et notre arbre de Noël aussi devant le pavillon Témiscamingue-Kipawa à Témiscamingue. Alors cette année, pour une 9e édition, l'objectif de la campagne est d'amasser 25 000 $. Depuis la création de la Fondation, on doit souligner que cette dernière a remis plus de 476 000 $ en dons aux établissements publics sur le territoire de la MRC du Témiscamingue. Sous forme de dons, et ces dons-là qui sont donnés, ces argents-là qui sont remis aux établissements, c'est pour l'achat d'équipements spécialisés pour améliorer le bien-être de nos personnes hébergées. Le but premier, la mission première de la Fondation, c'est de contribuer au mieux-être de nos personnes âgées, nos personnes qui sont hébergées dans les différents centres d'hébergement public sur le territoire de la MRC du Témiscamingue. En achat, et le but premier, évidemment, c'est en achat d'équipements spécialisés pour ces personnes-là. Donc, comme on soulignait, chaque don de 5 $ permet à la Fondation de réaliser sa mission. Près de 70 personnes se sont déplacées pour manifester leur mécontentement face à la décision de la Caisse Desjardins du Témiscamingue de fermer le comptoir de service de la Tulipe. Les citoyens de l'Est du Témiscamingue ont d'ailleurs remis une pétition de 350 noms à Desjardins lors d'une rencontre d'information à ce sujet organisée par la Caisse. Les signataires demandent que le comptoir de service de la Tulipe demeure ouvert une journée par semaine. Notez que les journalistes ont reçu l'ordre de ne pas filmer ni enregistrer la séance.
Par contre, nous avons discuté avec différents intervenants à la suite de la rencontre. D'abord, écoutons le président de la Caisse des Jardins du Témiscamingue, Normand Gingras, qui nous explique la raison d'être de cette soirée d'information. Ce soir, on est en rencontre pour informer finalement les gens de la décision que le conseil d'administration a prise par rapport au comptoir de service de la Tulipe. Et finalement, la décision que le conseil d'administration a prise, c'est de fermer le comptoir de service. Et ce soir, on est venu expliquer aux gens pourquoi. Principalement, les raisons, c'est des raisons d'achalandage. Majoritairement aujourd'hui, les gens font affaire par le net. Ils sont sur une plateforme qui est virtuelle. On utilise Accéder, par exemple, pour faire l'ensemble de nos transactions. Fait que très fortement, c'est 90 et plus des gens qui n'ont pas besoin maintenant d'aller dans un comptoir de service. Fait que là, il reste un nombre X. Au Témiscamingue, c'est 3,9 pour l'ensemble du territoire de personnes qui utilisent un comptoir de service. Le conseil d'administration, quand il regarde ça, il dit bien 96 puis 3,9 on est peut-être rendu au moment de fermer le comptoir de service. Là, on se tourne d'abord en disant bien, écoutez, on sait qu'on va apporter des difficultés pour certaines personnes, particulièrement les personnes âgées, mais en même temps peut-être aussi les commerces. Fait que, au conseil d'administration, on dit à nos gens, bien, écoutez, regardons maintenant comment on peut accompagner les gens là-dedans. On peut pas souvent, les gens vont dire, bien, on se sent abandonné. Mais nous, dans le fond, on se dit, bien, OK, pour essayer d'éviter ça, ce sentiment d'abandon-là, on va essayer de vous accompagner. On va vous offrir une offre qui est un à un. On va vous appeler, on va vous expliquer. On va tenter de comprendre votre manière de travailler et de faire les transactions. C'est quoi vos besoins? Puis si on a des réponses qu'on peut apporter, des solutions, même si le comptoir est fermé, bien, on va le faire. C'est ça l'idée de l'accompagnement. Et ce soir, les gens sont arrivés avec des demandes, le fait de dire, bien écoute, peut-être que est-ce que les délais sont suffisamment grands pour nous permettre de s'habituer? Est-ce qu'une présence accrue ne serait pas préférable plus longtemps? Fait qu'on a reçu ces demandes-là. On a entendu les gens. Ça fait que, il y a une pétition, entre autres, qui a été déposée ce soir, signée par 350 personnes. Ça fait que c'est sûr qu'on l'a reçue. On va la déposer pour information au conseil d'administration. Et on a dit aux gens qui représentaient les groupes qu'on allait leur donner suivi par rapport aux éléments qui ont été apportés ce soir. Nous avons rencontré la mairesse de la Tulipe, France Marion, qui nous explique quant à elle sa réaction face à cette décision ainsi que ses inquiétudes qui en découlent. Bien, c'est certain que les personnes les plus touchées, ce sont les personnes âgées qui étaient nombreux ce soir. Ce sont aussi les organismes, les municipalités, parce qu'on doit faire des dépôts, donc on devra faire beaucoup de routes pour faire nos dépôts, pour aller chercher aussi de la monnaie quand on veut faire des événements. Donc, ça touche pas juste les personnes âgées, ça touche vraiment la vie d'une municipalité. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que du fait que les gens vont se déplacer, n'auront plus le choix de se déplacer pour aller au comptoir, soit à Lorrainville ou à Ville-Marie, bien, tranquillement, vont peut-être délaisser aussi nos commerces dans nos petites municipalités parce que ils devront y aller pareil dans le centre. Donc, où est-ce qu'ils vont consommer? Où est-ce qu'ils vont faire le plein d'essence? Où est-ce qu'ils vont acheter leur pain, leur lait? Alors, il y a une épicerie à Belle-Terre, peut-être que ça va les affecter. On a une quincaillerie ici, on a l'essence ici, on a un service de dépanneur. Moi, ça m'inquiète énormément. Bien, c'est certain qu'on se sent un peu devant les faits accomplis. Eux, ils ont les chiffres. Puis la décision, elle est prise, là. Elle est prise. Là, donc, on veut revendiquer des choses. On demande un délai aussi, parce que là, la fermeture, c'est d'ici un mois. Donc, on demande un délai. Si l'échéancier pourrait être sur 1 an, par exemple, pour au moins que les personnes âgées puissent s'approprier les nouvelles technologies. Mais je sens que ça ne se fera pas. Je sens que la décision est prise, puis peu importe, le 7 décembre, le comptoir fermera. Et ça fait mal. Pour conclure sur cette nouvelle, écoutons à nouveau Normand Gingras qui nous donne cette fois-ci sa vision personnelle devant cette situation. De manière personnelle, puis en tant qu'ancien dirigeant, je l'ai mentionné en début de rencontre, ça fait toujours mal de prendre une décision qui vient retirer quelque chose dans un milieu, particulièrement quand on est dans un milieu qui est un petit milieu. Puis moi, j'ai œuvré
j'ai quitté la TILIP à 49 ans, là, puis je connais le secteur, j'étais directeur d'école, je connais tout le monde pratiquement, puis je sais comment on doit se battre pour garder nos services de proximité. Tu sais, j'ai géré une école, puis pendant 20 ans, on a été en décroissance. Fait qu'il fallait gérer la décroissance. C'est pas facile pour les gens d'accepter, des fois, de perdre un comptoir de service, même s'il reste peu de gens. Fait que si on le comprend, c'est pas facile à prendre comme décision. Le 29 octobre dernier, le Centre Frères Moffett organisait un dîner afin de valoriser ses étudiants du domaine agricole. Ce fut d'ailleurs l'occasion de remettre des bourses de 1 700 $ à 3 étudiants au DEP en production animale afin de soutenir leurs efforts dans ce domaine. Les étudiants récompensés sont Mathieu Réel, Dany Gauthier et Stéphanie Lafontaine. Voici notre reportage. C'est 3 bourses qu'on a remis aux élèves qui sont inscrits au DEP en production animale. C'est 3 bourses de 1 700 $ qu'on remettait. En fait, on a profité de ce moment-là pour faire un petit momentum autour, inviter les gens, les partenaires, les élèves du centre aussi, parce que pour souligner toute la persévérance des élèves, dans le fond, qui s'inscrivent en production animale, entre autres. On a beaucoup d'élèves qui sont en 2e carrière ou qui reviennent sur les bancs d'école. Donc, on voulait prendre ce temps-là pour les valoriser, les encourager là-dedans. C'est sûr que je suis contente, mais pour moi, tout le monde l'aurait mérité. On est tous du monde agricole, des vrais passionnés. On est tous là au bon endroit, au bon moment. J'ai eu la chance de l'avoir et je suis vraiment contente. Ça a été un choix qui a été très difficile. On a demandé aux élèves, en début d'année, on leur a proposé le projet. On leur disait, c'était à leur façon. C'est soit qu'ils nous écrivaient quelque chose, il y en a qui se sont filmés, il y en a qui arrivaient, puis ils nous parlaient un petit peu d'eux, pourquoi ils avaient décidé de s'inscrire, en quoi, c'était quoi leur parcours scolaire, c'était quoi leur réalité aussi, s'ils étaient monoparentales, s'il y avait des enfants, s'il y avait... Donc, c'est tous des critères qui faisaient en sorte que, bon, il y avait plus de chances que l'autre de gagner cette bourse-là, mais au final, je vous dirais que les candidats auraient eu toute la possibilité, on aurait voulu en donner à tout le monde, vraiment, parce qu'on a affaire à une clientèle vraiment très, très intéressante. Des jeunes qui sont passionnés aussi du milieu de l'agriculture et tout ça. Donc, on a dû faire un choix. On était un comité, il y avait 4 personnes sur le comité et le choix a été très, très difficile pour les 3 récipiendaires. On est très fiers de leur remettre ça aujourd'hui. Je me suis probablement démarquée du lot, étant donné que je suis la doyenne du groupe, mère de 3 enfants, monoparentale. Souvent, quand le professeur parlait, je me souvenais des choses qu'elle avait dit, donc je faisais des petits rappels. Eh bien, ça doit être par la persévérance que je donne ou par la motivation, par être intéressé, vouloir transmettre mes connaissances à mon petit bonhomme qui aime bien ça aussi. On est vraiment contents. On a une nouvelle façon de faire aussi cette année avec le projet dual où les élèves sont plus de 50 % d'entreprises. Donc, je pense que ça répond vraiment bien à un besoin de l'industrie, du milieu, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau des élèves, parce que c'est intéressant, c'est attractif pour eux autres de venir suivre la formation en disant, bon, bien, oui, je vais avoir une partie théorique à l'école, mais je vais être beaucoup plus en entreprise. Donc, je pense que c'est quelque chose qui réussit bien pour les deux, là. Ouais. Depuis que je suis tout petit que je suis là-dedans, fait que c'est un mode de vie, là. C'est qu'est-ce qui vient avec moi, là. J'ai été né là-dedans, puis je fais que ça, puis... J'ai fait pendant 11 ans d'autres choses, mais tu sais, tu reviens tout le temps à ta base, que c'est ça. C'est une façon de vivre, ça vient du cœur. Moi, j'ai le privilège de travailler dans ce mode-là, puis que mes enfants suivent. Puis je peux leur rééduquer aussi le respect de la nature, des animaux. C'est un grand respect, puis il faut en voir. Puis en même temps, on nourrit des gens. Donc, sans agriculture, le monde ne pourrait pas vivre. La Fondation de l'hôpital de Ville-Marie tenait son souper-conférence annuel le mardi 30 octobre dernier. Cette année, les convives ont assisté à une conférence portant sur la violence envers les enfants donnée par des intervenantes du Centre jeunesse. Ce souper est également le moment pour la Fondation de dévoiler les investissements de l'année et d'honorer certains donateurs. Cette année, l'entreprise qui s'est vue décerner le titre de membre honorifique est Gidrolet et Fils BMR, qui contribue généreusement chaque année auprès de la Fondation. Comme c'est la tradition, chaque tranche de 50 000 $ amassée est soulignée en nommant le donateur ayant remis le dollar correspondant. Cette année, il s'agit de M. Éric Julien qui a remis le 200 200e dollar à la Fondation. Les dons recueillis permettent de faire fructifier les intérêts du fonds de la Fondation et ce capital est investi en équipement pour différents besoins.
Cette année, ce sont un peu plus de 49 000 $ qui ont été versés au centre hospitalier, notamment pour un appareil d'anesthésie, un électrocardiographe, des soins palliatifs, ainsi qu'une partie des coûts pour l'achat d'une civière de transport de nouveau-nés. TV Témis se fait un plaisir d'être sur place chaque année et voici ce qu'on a préparé pour vous. Ça existe depuis 33 ans et l'objectif principal de la Fondation, c'est d'accumuler du capital. Et on ne peut pas dépenser le capital. C'est une loi qui existe selon les fondations. Et avec les revenus qui sont générés par ce capital-là, bien, on achète des équipements au Centre de santé Sainte-Famille. Et c'est le seul endroit qui en profite. C'est Armand Chiasson qui a lancé, qui a mis au monde cette fondation-là. Et pour lui, c'est important de souligner l'implication, la générosité des donateurs. Alors, ils ont décidé de lancer le souper. J'étais pas là au début. Mais c'est une tradition qui s'est instaurée, puis qui a continué, puis qui a passé à travers les âges, puis j'espère qu'il va durer encore longtemps. À chaque année, on va introniser soit une personnalité qui s'est impliquée d'une façon particulière, par exemple un bénévole extraordinaire, et aussi les entreprises qui se sont démarquées, qui nous ont accompagnés et qui ont été généreux aussi au fil des années. Ce soir, l'entreprise qui a été honorée, c'est Gidrolet et Fils. Écoute, on est bien contents. C'est sûr qu'on a toujours donné depuis le début de la Fondation. On le fait toujours dans le but d'aider la cause et non de se faire reconnaître. On est bien contents, c'est apprécié, mais c'est certain que nous, on le fait parce que la Fondation, c'est un élément important, c'est un véhicule important pour le centre hospitalier de Ville-Marie pour donner des services, donner des outils, des appareils pour la communauté, pour la population du Témiscamingue. Donc, on croit beaucoup à cette Fondation. Effectivement, c'est vrai qu'on est très, très sollicité, mais dans le fond, il faut toujours regarder un petit peu la cause. C'est quoi l'objectif de cette fondation-là ou de cet organisme-là ou de l'organisme qui vient nous voir, nous rencontrer. Donc, on focus beaucoup là-dessus. Quand on voit que c'est pour des bonnes causes, que ça va aider la population générale, bien, c'est certain qu'on est plus enclin à vouloir contribuer. C'est vraiment la générosité. On prend en note, on compile à chaque année les dons qui sont offerts par ces entreprises-là puis par ces donateurs-là aussi. Mais comme je disais tantôt, quand c'est une personnalité, ça peut être son implication bénévole qu'on tient à souligner d'une façon plus particulière. La tradition veut aussi qu'à la fin, il y ait une conférence. Parlez-moi un peu de la conférence de cette année. Il y a 33 ans, la première conférence a été animée par le Dr Vince Lett, puis ça portait sur la violence faite aux enfants. Fait que, ce que j'ai pu comprendre, vous avez entendu tantôt les statistiques, même après 33 ans, c'est encore au goût du jour. Ça veut dire que malheureusement, les choses n'ont pas tant changé, puis même, je pense qu'ils ont empiré un peu. À chaque année, la Fondation, quand on choisit notre sujet, c'est quelque chose qui va toucher la santé des gens ou certaines maladies que les gens peuvent vivre. Mais on parle aussi de la condition de vie de nos gens ici au Témiscamingue. Fait qu'à un moment donné, on fait un caucus, on soumet des idées, des sujets, puis on fait l'unanimité sur un des thèmes. Et généralement, les thèmes sont toujours à caractère très social. Ça touche souvent à la santé, que ce soit santé mentale, santé physique. Est-ce que pour vous, c'est un peu un mot d'ordre de toujours être dans cette sphère-là? Absolument. Bien, d'autant que ce que la Fondation fait, on achète des équipements pour le centre de santé. Alors, bien, comme c'est santé, bien, la santé des gens, on s'est dit, bien, on va aller vers cette avenue-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne changera pas. On verra. Vous avez souligné un peu les diverses façons d'aider la Fondation parce que, oui, il y a le souper traditionnel du mois d'octobre, mais il y a aussi d'autres façons d'encourager la Fondation. Oui. Bien, en fait, en faisant un don tout simplement, parce que c'est vraiment le capital qu'on accumule qui fait la différence. Je dois aussi souligner qu'il y a plusieurs familles, lorsqu'ils vivent un deuil, qui décident de demander aux gens de faire des dons à la Fondation. Alors, c'est certain qu'on demande des sous, mais les gens du Témiscamingue sont extraordinairement généreux. Bien, quelque part, on fait tous partie d'une collectivité, donc je pense que comme entreprise, c'est notre partie à nous autres à redonner à la communauté. Les gens viennent chez nous dans nos commerces pour nous encourager, pour acheter des produits. Et nous, de notre côté, si on est capable de redonner un peu à la population, bien, c'est une bonne façon de le faire. Merci, Jean du Témiscamingue, pour votre générosité. Et si vous avez le goût de vous impliquer, vous pouvez aussi vous signaler. Mais merci surtout de participer comme vous le faites à chaque année, puis de nous supporter.
Le 29 octobre dernier, des représentants des 3 communautés des 2 Témiscamingues étaient réunis pour un souper à la place Riverside de New Liskeard dans le cadre des rencontres Tisser des liens. Ces rencontres, qui visent à ce que tous et chacun se connaissent mieux et puissent mieux collaborer ensemble, sont importantes pour une collectivité qui partage une même région et un même lac, le lac Témiscamingue. D'ailleurs, la soirée avait comme thème le lac Témiscamingue et ses opportunités. Au menu, une conférence sur les tendances touristiques et le potentiel pour les touristes d'outre-mer. La prochaine rencontre aura lieu au printemps 2019, où la Première Nation Témiscamingue First Nation sera l'hôte dans sa communauté dans le but de continuer à tisser des liens. TV Témis était sur place lors de la soirée. Voici notre reportage. C'est la 12e fois qu'on le fait. Oui, ça a beaucoup évolué parce que la première fois, on avait été voir Arnaud Varolin de la MRC et le Collège Boréal. On s'était mis ensemble. On s'est dit, on va inviter des gens. Il avait invité les maires au début, le 25 septembre, la journée des Franco-Ontariennes. Et puis, on avait échangé, puis on avait sorti 14 projets qu'on pourrait peut-être faire ensemble. Et d'année en année, bien, il y a des gens qui se sont rajoutés parce qu'on est rendu 9 partenaires maintenant. Et on touche peut-être le tourisme, un peu le commerce, un peu... On demande aux gens, c'est quoi l'intérêt? Aujourd'hui, c'était le Témiscamingue qui recevait. La prochaine fois, ça va être les Premières Nations. Après ça, à l'automne, ça va être le Témiscamingue québécois. Donc, c'est la personne qui reçoit, qui est l'autre, qui décide du sujet qu'on devrait aborder. Et c'est sûr qu'on vérifie les sujets d'actualité aussi là-dedans. Tisser des liens, c'est un comité avec plusieurs différents partenaires du côté du Québec et de l'Ontario. Tisser des liens, ça nous a aidés ici. C'est des partenaires du Québec et de l'Ontario. C'est un comité qui est en place pour apprendre différentes entreprises sur le côté Québec, côté Ontario, à pouvoir regarder les opportunités économiques qu'on a dans les 2 différentes communautés, dans les 2 différentes régions, et puis voir qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble sur tous différents secteurs, pas juste sur le domaine touristique, mais sur le domaine agricole, minier, dans tous les secteurs, et apprendre, c'est pour les compagnies à apprendre qu'est-ce qu'ils ont à offrir et puis apprendre sur les uns les autres. Tisser des liens, bien, c'est premièrement avoir l'ouverture d'entendre ce que l'autre peut apporter, et d'un côté et de l'autre, je pense que ça, c'est vraiment la première des choses. Fait que, et souvent, c'est jamais oublier ces enjeux de territoire, sauf que toujours avec un œil que ça peut être vu d'une façon plus large aussi. Fait que c'est vraiment ça pour moi, tisser des liens. Puis l'objectif du comité, c'est vraiment ça, c'est de se rencontrer 3-4 fois par année pour toujours garder ce réflexe-là, dans le fond, de penser à l'une ou l'autre des communautés. C'est une occasion de se rencontrer sur les 2 côtés de la frontière. Et puis, des fois, on a la chance de se parler un petit peu plus au niveau des sujets, mais au moins, ça nous fait penser qu'on existe puis on peut continuer peut-être à s'appeler si on a besoin de quelque chose. Ça crée définitivement différentes opportunités pour les entreprises à connecter, à se rassembler puis discuter de différentes choses qui se passent dans différents secteurs. Je pourrais pas te dire exactement quoi qui a été fait vu que je viens juste de commencer dans mon poste via 3 semaines, mais définitivement, ça fait 8 ans qu'on a ça en place, c'est parce que ça fonctionne. Bien, Tour du lac, ça en est un qui marche très bien. Quoi d'autre? Je sais qu'il y a des entreprises qui se sont échangées puis ont fait des échanges entre eux. Malheureusement, on me demande souvent cette question-là. L'autre que je peux répondre, c'est notre belle trousse qu'on remet à nos commerces qui montrent qu'ils peuvent servir dans les 2 langues officielles parce que moi, je te donne un 20 $. Est-ce qu'il parle français, mon 20 $, ou est-ce qu'il parle anglais? Non. Et même si tu ne parles pas la langue officielle, tu peux toujours trouver l'exemple que la dame a donné ici, avant des épices. Alors, elle te donne son cellulaire, tu marques l'épice en français que tu veux, pouf! Ah! Là, on va chercher l'épice, puis elle te le donne. Elle parle pas la langue, mais elle est capable de servir sa cliente. Bien, moi, comme membre du comité de Tisser des liens, qui rassemble donc les communautés autochtones, le côté québécois et ontarien, c'est important pour moi d'être ici pour saisir toute la dynamique de discussion et de rencontre qu'elles peuvent apporter. Dans le fond, c'est clair qu'on a souvent des enjeux qu'on travaille chacun chez nous, mais c'est le fun de pouvoir partager avec d'autres gens pour voir s'il n'y a pas des opportunités qui peuvent ressortir de ça et travailler certaines choses ensemble. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la soirée. Ce qui nous apporte ici ce soir, on a David McLaughlin qui va présenter de Destination Nord-Ontario, puis il va nous discuter des tendances internationales autour du lac et ses opportunités. Alors, on va regarder ici, on a 3 cultures, 2 provinces, 1 lac. Alors, on aimerait ça travailler sur ce qu'on a déjà établi et travaillé depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on a Anne-Marie Loranger qui travaillait sur le projet Le Tour du lac, qui a établi plusieurs partenaires
d'outre-mer, qu'on a développé le passeport en 2017 et 2018, qui fait le tour du lac et ses 19 arrêts touristiques. Alors ça a été travaillé depuis 2 ans à avoir plus de visibilité dans notre région vis-à-vis de ce qu'on a à offrir avec nos 3 cultures. Maintenant, on veut regarder un projet, la prochaine étape. T'sais, on a travaillé sur notre site Internet pour donner plus de visibilité à notre tour du lac. Maintenant, on veut regarder à des forfaits, un forfait qu'on peut faire qui va impliquer algonquins francophones et puis anglophones. Et puis, comment on peut travailler ensemble avec les opérateurs d'entreprise pour former un forfait qui va attirer les gens d'outre-mer à venir passer du temps et puis découvrir notre région et puis l'expérience qu'on a à offrir au niveau touristique. Il y a des possibilités, hein, puis ça ne se créera pas demain. Là. Les gens, il faut qu'ils soient patients. Ils m'ont dit, là, monsieur, ça peut prendre jusqu'à 10 ans à attirer les gens. Fait qu'il ne faut pas s'inquiéter. Demain, on n'aura pas 1 million de touristes. On a quelque chose à bâtir. Il faut les attirer ici. Faut qu'il y ait des choses à faire. Et si on les reçoit très bien et ont plein de choses à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en retournent dans leur pays et ils disent « Va visiter le Témiscamingue. Hey, ils nous reçoivent comme des rois, comme des reines. » C'est ça qu'il faut bâtir. Bien, moi, comme chargée de projet en démographie, mon travail numéro 1, c'est d'attirer des gens pour venir s'établir au Témiscamingue. Sauf que souvent, quand une région est touristiquement connue, les gens sont plus portés donc à regarder, donc à mettre l'œil dessus. Et ensuite, quand il y a un emploi disponible, bien, ils sont plus portés à s'établir, à aller vers ces régions-là. Donc, ceux qui souhaitent, dans le fond, vivre en région en général, vont aller vers les régions qu'ils connaissent le plus, pour lesquelles ils ont vu le plus de promotion. Fait que c'est vraiment souvent un aspect marketing qui est apporté. Donc, pour moi, ce soir, c'est clair que de positionner le Témiscamingue au niveau touristique, c'est super important. Et je sais qu'on est au début, je sais qu'il y a des gros défis, puis qu'on n'est peut-être pas rendu à avoir un super gros produit international, sauf que c'est le début des discussions ce soir. Je pense à travers des années, c'est des petits morceaux. Tu sais, je pense pas que c'est rien qui change le monde si tu viens à une rencontre. Hein. C'est qu'est-ce que tu fais entre les deux. Et puis, c'est des petits pas. Avec des petits pas, on vient qu'on se rend loin. Daniel Barrette est le maire de la nouvelle municipalité fusionnée de Laverlochère-Anguillier. Il a été élu avec 87 % de votes, soit 325 votes contre 42 pour Renald Barry, autre candidat dans la course. Ainsi, 372 voteurs ont exercé leur droit de vote, soit 49 % de la population. Un poste de conseiller était aussi en élection. C'est Normand Bergeron qui l'a remporté avec 268 votes contre 62 pour Stéphane Tremblay. Les conseillers seront au nombre de 6, soit 3 en provenance du secteur Anguillier et 3 du secteur Laverlochère. Notons que la mairesse sortante d'Anguillier, Lina Payne, occupe maintenant un poste de conseillère pour la municipalité de Laverlochère-Anguillier. En réponse à la demande de citoyens, la municipalité de Nidlek a adopté la politique de remboursement des frais d'inscription à des activités de sport et de loisirs. Ça s'est passé lors de la séance du conseil du 10 septembre dernier. Ainsi, tous les résidents de la municipalité qui désirent s'inscrire à des activités sportives figurant dans une liste et non offertes sur son territoire pourront bénéficier d'un remboursement équivalent à 50 % du coût d'inscription de base. Avec l'adoption de cette nouvelle politique, la municipalité de Nidlek espère répondre aux besoins de ses citoyens et leur donner envie d'être encore plus actifs ou actives. Les services de sécurité incendie de la région ont invité les citoyens à profiter du changement d'heure de la fin de semaine dernière pour changer les piles de leurs avertisseurs de fumée. Malgré les efforts de sensibilisation, de nombreux avertisseurs de fumée ne sont pas fonctionnels lors des visites de courtoisie des pompiers. Tel que décrit par le journaliste de ICI Radio-Canada régional Thomas Deshaies, selon des données du ministère de la Sécurité publique, près de la moitié des incendies mortels qui sont survenus entre 2006 et 2016 au Québec ont eu lieu dans des bâtiments qui n'étaient pas munis d'avertisseurs de fumée fonctionnels. Le ministère de la Sécurité rappelle aussi que la durée de vie maximale d'un avertisseur de fumée est de 10 ans. Ainsi, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à faire la vérification de vos avertisseurs de fumée, changer les piles aussi. N'hésitez pas à poser des questions à un expert si vous avez des interrogations. Il en va de votre sécurité et celle de vos proches. Fort, doux, pâte molle ou ferme, lait de chèvre ou de brebis ou de vache. Vous l'aurez deviné, on parle ici de fromage ou selon le mot en latin, Caseus. Le concours Sélection Caseus permet de récompenser le travail de ces créateurs de saveurs qui offrent à nos papilles des fromages d'exception. Chaque année, les fromagers du Québec sont invités à soumettre à la compétition leurs plus belles réalisations. Petites ou grandes fromageries peuvent se lancer dans la course des meilleurs fromages québécois.
Un jury composé d'experts dans le domaine se prononce sur plus d'une centaine de fromages, rivalisant dans une vingtaine de classes d'inscription. Les fromages sont scrutés à la loupe, apparence, odeur, texture et saveur. Une seule condition, le fromage doit être entièrement fabriqué au Québec et offert pour la vente aux consommateurs. Dans le cadre du 20e anniversaire du concours Sélection Casséus 2018 qui avait lieu le 1er novembre dernier à Québec, le fromage Le Cœur du village de la fromagerie, le fromage au village de Lorrainville, a été lauréat dans la catégorie aromatisé par fumage, macération ou ajout de substances aromatisantes. Notons que la substance aromatisante dans ce cas-ci, c'est du vin rouge d'un partenaire, le Domaine des Ducs de Duhamel-Ouest. Toute l'équipe de TV Témis félicite les lauréats. Le Comité des usagers du Témiscamingue s'est distingué dans le cadre de la remise annuelle des prix de l'excellence du regroupement provincial des comités des usagers du Réseau de la santé et des services sociaux, le RPCU, décerné le 18 octobre dernier lors du congrès annuel du RPCU. Ces récompenses soulignent l'excellence dans la prestation des services des membres du RPCU selon les 4 fonctions principales du mandat des comités, soit l'information, la promotion, l'accompagnement et la défense des droits. Dans la catégorie défense des droits, le Comité des usagers du Témiscamingue a retenu l'attention du jury grâce à l'élaboration d'un outil de sondage de satisfaction et la création d'outils promotionnels. C'est le projet Boîte à suggestions qui a permis cette reconnaissance. Ces boîtes servent à recueillir vos fiches d'évaluation pour faire part au comité de vos satisfactions et ou insatisfactions suite à un service reçu en santé et services sociaux. L'auteure témiscamienne Lucie Roy a lancé son tout nouveau roman, le premier tome de sa série Les Paquettes, L'Exil. Le roman est une fiction basée sur un événement historique de la région, la colonisation de Moffett. Tel que décrit par la journaliste Claudel Rivard du journal Le Reflet, le roman débute en Beauce en 1931. Il raconte l'histoire de personnes qui devront quitter Saint-Zacharie-de-Beauce à cause de la période de famine ainsi que la Grande Dépression de 1929. Ces situations faisaient que les habitants n'avaient plus d'emploi et qu'il était de plus en plus difficile de survivre. Une des solutions qui leur était offerte était de se rendre dans un des secteurs de colonisation qui ont ouvert un peu partout au Québec, entre autres au Témiscamingue. Ces Beaucerons sont donc venus en voiture ou par bateau s'installer à Moffett. Lucie Roy tente d'être le plus fidèle possible au contexte historique choisi. Par exemple, dans son roman, l'église de la Tulipe est en construction, comme à l'époque où se déroule son récit. Les personnages et leurs histoires sont fictifs. Par contre, le premier roman se passe en septembre et en octobre. Le suivant sera en novembre et en décembre. Et Mme Roy espère faire une année avec la série Les Paquettes. Notez que l'auteur a déjà 2 romans à son actif, Opération Survie Alaska et Opération Sauvetage Pointe-du-Loup, qui se passe également, du moins en partie, au Témiscamingue. Vous arrive-t-il de lâcher prise? Voilà le titre d'un article paru sur le site Internet de La Terre de chez nous le 31 octobre dernier. Avec la vie qui va vite, trop vite parfois, les rendez-vous à retenir, le prix du lait, du porc ou des grains à surveiller, l'épicerie à gérer, le ménage à faire, les enfants à accompagner à l'une ou l'autre activité. Que se passe-t-il lorsqu'on s'étourdit dans le train-train quotidien? C'est là, à ce moment précis, qu'on a besoin du fameux lâcher-prise. Et lors de périodes plus difficiles, le lâcher-prise fait référence à un certain détachement face aux problèmes vécus. Se détacher d'une situation ne veut pas dire de ne pas s'en soucier, bien au contraire. En réalité, il s'agit d'accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout, de faire le choix de laisser aller certaines choses. Pour garder l'équilibre, il est recommandé de parler de vos tracas à une personne de confiance. La vision de l'autre peut être très rassurante. Soulignez aussi le fait que vous ne pouvez pas penser à tout, la ferme, les enfants, la maison. Exprimez vos attentes sur les tâches à réaliser. Trouvez avec votre famille des solutions pour alléger votre charge mentale en commençant par déléguer ce que vous n'êtes pas obligé de faire vous-même. L'article suggère aussi de lâcher également prise sur certaines relations toxiques dans votre vie. Vous n'avez pas le contrôle sur ce que les autres disent ou pensent de vous. Par contre, vous l'avez sur votre réaction à vous. Vous êtes maître de votre propre comportement. Faites des changements si certains aspects de votre vie ne vous plaisent pas. On dit aussi de ne pas perdre espoir, tout finit toujours par passer. Il suffit d'être patient et d'y mettre les efforts. Afin d'en savoir plus, on vous invite à lire l'article au complet sur le site laterre.ca.
Culture maintenant, les nouvelles expositions présentées à la Galerie du Rift du 16 novembre au 20 janvier prochain seront dévoilées en présence des artistes lors du vernissage le vendredi 16 novembre. D'abord, Félix B. Desfossés de Rouyn-Noranda nous invite à Patrimoine musical du Témiscamingue, une exposition relatant chronologiquement l'histoire de la musique populaire enregistrée du Témiscamingue des années 40 aux années 80, c'est-à-dire l'âge d'or du disque vinyle. Aussi, Ariane Ouellette de Rouyn-Noranda nous présentera Généalogie. Que ce soit par la photographie ou la peinture, Ariane Ouellette travaille principalement la mise en relation et la proximité. Sa recherche la porte à tisser des liens entre les individus et leur territoire, qu'ils soient physiques ou intérieurs. À l'espace découverte aussi, voyez La quête de Marie-Claude Lefebvre de Ville-Marie. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous au vernissage le 16 novembre ou encore visitez lerift.ca. Après avoir été fermé pendant 4 mois, le comptoir Jean 23 de Ville-Marie est maintenant réouvert à la population, relooké et agrandi. Tel que décrit par la journaliste Lucie Charret du journal Le Citoyen, pas moins de 16 bénévoles contribuent au bon fonctionnement du comptoir Jean 23. Rappelons que le comptoir Jean 23 Incorporé est un organisme sans but lucratif qui recueille des autres objets usagés pour les revendre à prix modique. Les profits générés par cette activité sont redistribués sous forme de dons à différents autres organismes témiscamiens. Et voilà ce qui complète InfoTémis pour cette semaine. Notez que nous vous présenterons plutôt dans quelques secondes l'intégrale de la conférence de presse du lancement de la campagne « Illuminons l'univers de nos personnes hébergées » de la Fondation Philippe Chabot qui se tenait le 30 octobre dernier. Merci beaucoup d'avoir été là. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Mon nom est Louis Kerouac. Moi, je fais partie de l'équipe de CKVM. C'est moi qui vais être votre animateur pour cette conférence de presse. Alors, les membres du conseil d'administration de la Fondation Philippe Chabot et CKVM, on est heureux de finalement vous accueillir aujourd'hui pour ce lancement officiel de la campagne de financement 2018 de la Fondation. Depuis 8 ans, la campagne de financement qui a pour thème « Illuminons l'univers de nos personnes hébergées » fonctionne très bien. Et le comité en est très fier. D'ailleurs, je pense qu'ils ont le droit d'en être très fiers. C'est des gens qui travaillent fort, alors on peut le souligner. Toutes les lumières installées dans les sapins situés devant le pavillon du Hamel de Ville-Marie, le pavillon Tête-du-Lac de Notre-Dame-du-Nord et devant le pavillon Témiscamingue-Kipawa à Témiscamingue ont été illuminées. Alors, je pense qu'il faut souligner l'effort et le travail et bravo à tous ces gens-là. Cette année, c'est une 9e édition. Le concept demeure le même. 5 $. On achète une ampoule et on contribue à l'amélioration de la qualité de vie des personnes hébergées. Maintenant, j'inviterai le président de la Fondation, Philippe Chabot, à nous en dire davantage sur cette importante campagne. Je vous demande d'accueillir M. Benoît Drolette. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre présence et bienvenue au lancement officiel de cette 9e campagne de financement de la Fondation Philippe Chabot sous le thème de « Illuminons l'univers de nos personnes hébergées ». Afin de faire un bref rappel historique, la Fondation Philippe Chabot existe depuis 1983 et a pour mission de contribuer au mieux-être des personnes âgées vivant en centre d'hébergement public sur le territoire de la MRC du Témiscamingue. La Fondation accumule un fonds permanent dont les intérêts permettent
l'achat d'équipements spécialisés pour les besoins de nos personnes hébergées. Il nous fait plaisir et nous sommes fiers de vous annoncer aujourd'hui qu'en cette 35e année d'existence, l'actif de la Fondation a franchi le seuil du million de dollars. Ceci nous permettra de poursuivre davantage notre mission auprès de nos personnes hébergées. Que de chemin parcouru depuis les premiers 6 000 $ recueillis en septembre 1983 lors d'une fête soulignant le 5e anniversaire du pavillon Duhamel, endroit où l'on se trouve présentement. Un grand merci à tous ceux et celles qui, depuis cette date, ont permis à cette fondation de réaliser sa mission, que ce soit aux personnes qui ont siégé au conseil d'administration, à tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation des activités de financement, que l'on se souvienne entre autres des soupers-conférences, des litons, des soupers d'encens et depuis 9 ans, de l'illumination de nos lumières de Noël. Un grand merci également à tous nos généreux donateurs qui supportent cette fondation depuis ses débuts. Depuis sa création, la Fondation a remis plus de 476 000 $ au Centre d'hébergement public en équipements spécialisés et plus spécifiquement au pavillon Duhamel et à la résidence Marguerite-Diouville à Ville-Marie, le pavillon Tête-du-Lac à Notre-Dame-du-Nord ainsi que le pavillon Témiscamingue-Kippawa à Témiscamingue. Alors, pour une 9e année consécutive, sous le thème de « Illuminons l'univers de nos personnes hébergées », les Témiscamiens et Témiscamiennes sont invités à faire jaillir la lumière dans les 2 sapins du pavillon Duhamel ici à Ville-Marie, dans le sapin situé devant le pavillon Tête-du-Lac à Notre-Dame-du-Nord et celui situé devant le pavillon Témiscamingue-Kippawa à Témiscamingue. Pour une 9e édition, l'objectif de la campagne est de 25 000 $. Le concept est le même que les années antérieures. Chaque don de 5 $ contribue à allumer une ampoule dans les sapins. On peut faire jaillir la lumière en faisant un don sur le site Internet de la Fondation au www.fondationphilippechabot.com ainsi que dans les commerces où des bénévoles seront également présents. Les endroits, l'horaire seront diffusés sur les ondes de CKVM-FM. Soyez donc à l'affût. Cette campagne de financement débute à compter d'aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 7 décembre prochain. Le sapin thermomètre installé à l'extérieur de la station de radio CKVM, partenaire majeur de cet événement, permettra de suivre l'évolution des dons. À l'approche de cette période de Noël, faites que cette campagne apporte une ambiance de fête et qu'elle contribue à réchauffer le cœur de nos personnes hébergées. Les sapins s'illumineront graduellement au fur et à mesure que les dons s'accumuleront. Également, en ce début de campagne, il nous fait extrêmement plaisir de vous dévoiler le nom de nos donateurs de prestige qui contribuent significativement à illuminer nos sapins. Il y a le comptoir Jean 23 pour un montant de 1 000 $ et la Caisse des Jardins du Témiscamingue pour un montant de 5 250 $. Un grand merci à ces 2 donateurs pour leur grande générosité et leur appui à cette campagne de financement. Alors ensemble, faisons en sorte que cette campagne 2018 se traduise par un grand geste de solidarité envers nos personnes hébergées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Effectivement, je pense qu'il faut souligner l'effort, il faut souligner le travail et bravo d'avoir franchi ce cap-là, le $1 million, quand même pas rien pour la Fondation. Je pense que c'est important de le souligner. Évidemment, je pense que Benoît l'a mentionné aussi, c'est une activité comme celle-là, ça ne pourrait pas se faire sans la collaboration de précieux partenaires. On a plusieurs ici aujourd'hui. Là, je vais changer de chapeau parce qu'on est aussi partenaire avec CKVM de cette campagne de financement. On en est très fiers. Ce sapin-là, qui est juste aux côtés de notre station, nous indique finalement la progression de tout ça. On est content aussi que les gens puissent voir l'évolution de la campagne, comment ça va. Mais nous, on s'investit finalement encore une fois pour une 9e année dans cette cause, puis on contribue d'une façon
qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'on diffuse des messages pour inviter les gens à donner, bien sûr, à suivre des activités et à suivre quels sont où sont les points, justement, pour être capable de donner de l'argent, pour être capable de donner un coup de main et d'acheter acheter notre lumière, voilà. Et aussi, on a quelques entrevues qui sont prévues sur nos ondes, donc très bientôt, ça s'en vient, il va y avoir des entrevues, donc ce sera notre façon de contribuer et d'être capable d'inviter les gens à y participer le plus possible aussi. Et donc aussi, on veut aussi... Il y a beaucoup de partenaires aussi à souligner, dont Benoît a commencé à en parler. On remercie également aussi le journal Le Reflet pour son précieux partenariat visant la réussite de la campagne, ainsi que la collaboration du Centre intégré des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, hôpital et CHSLD de Ville-Marie. C'est ça. La promotion de cette campagne de financement est assurée par des affiches qui seront apposées un petit peu partout. Benoît en a parlé aussi. Le site Internet de la Fondation Philippe Chabot est toujours fonctionnel pour les gens qui veulent être capables de contribuer de cette façon. Ça permet à la population, peu importe où on se trouve, justement, d'être capable de contribuer financièrement via le web. Donc, je le répète, www.fondationphilippechabot.com. Donc, à retenir comme adresse et à partager comme adresse aussi parmi vos connaissances pour être capable d'inviter les gens à donner. On invite donc à consulter le site le plus régulièrement. Et à ce moment-ci, on a parlé de partenaires. J'aimerais inviter seulement la directrice générale de la Caisse des Jardins du Témiscamingue et généreux donateur de prestige à nous rejoindre pour nous adresser un mot, Mme Chantal Parent. Alors, M. Drolet, M. Kerouac, chers membres des Jardins, bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est une belle journée lumineuse aujourd'hui pour illuminer les personnes. C'est un plaisir d'être ici, un réel plaisir pour moi d'être ici ce matin pour cet événement. Alors, la Fondation Philippe Chabot a fait ses preuves. Oh oui, en effet, elle fait la différence dans la vie de nos familles hébergées afin d'augmenter leur confort et leur bien-être au quotidien. Soyons généreux et aidons à illuminer l'univers de nos personnes aimées. De par sa mission, tantôt M. Drolet en a parlé, contribuer au mieux-être des personnes âgées vivant dans nos centres d'hébergement au Témiscamingue, c'est un réel bonheur car les besoins en santé augmente plus vite que les budgets. La Fondation ne ménage d'ailleurs pas ses actions. Pour réussir sa mission, donc, soulignons donc l'originalité des lumières dans les arbres. C'est vraiment agréable. Ça donne de la joie de vivre aux gens au Témis, puis on peut le remarquer encore plus facilement en illuminant, dans le fond, les grands sapins là, du pavillon, du Hamel, depuis 2010, que j'ai noté là, selon votre site. Alors, c'est important pour aussi acheter les équipements diversifiés qui contribuent au mieux-être de nos personnes au quotidien, au travail. Puis soulignons aussi le bénévolat de tous les gens dans ces communautés-là qui organisent des projets d'activité de vie, les comités du milieu aussi dans les centres d'hébergement. Nous pouvons en être fiers et remercier les bénévoles du conseil d'administration qui travaillent et qui donnent leur temps pour réussir, dans le fond, cette mission d'illuminer la vie d'autrui. Pour Desjardins, cette cause contribue aussi à réaliser notre mission de contribuer au mieux-être de la collectivité. Alors, 5250 fois, bravo pour ça de la part des membres de la Caisse des Jardins du Témiscamingue. Les gens au Témiscamingue peuvent être fiers de cet apport qui vise à rendre encore meilleure la vie chez nous. Alors, félicitations. Bonne campagne à nouveau pour cette année. Je suis certaine que ça va bien aller grâce à la communauté. Merci. Merci, Mme Parent. Alors, Benoît l'a mentionné tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'argent qui a été retourné à la collectivité, toute forme d'aide, et on est justement encore aujourd'hui. On est très fiers, la Fondation est très fière de contribuer financièrement de façon tangible au mieux-être des personnes hébergées. 4 centres d'hébergement, ce matin, recevront un chèque. Et d'ailleurs, M. Drolet est avec nous. Et je demande donc Mme Nicole Caron, de Pavillon Tête-du-Lac de Notre-Dame-du-Nord, à se présenter ici à l'avant, s'il vous plaît, pour recevoir un chèque de 2 000 $. Merci. Deuxième personne, maintenant, de la résidence Marguerite Diouville de Ville-Marie, pour recevoir un chèque de 1 900 $, Martine Houle. Maintenant, pour le pavillon Témiscamingue-Kippawa de Témiscamingue, pour un chèque de 9 100 $, Mme Suzy Godet. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
ça. Toujours Mme Godette pour recevoir, au nom du pavillon du Hamel, un montant de 10 000 $. Alors, ce matin, c'est pas moins que 23 000 $ qui viennent d'être remis de cette façon-là. Évidemment, ces montants ont pour but, on le rappelle, d'améliorer et de contribuer au mieux-être des personnes hébergées. Alors, tranquillement, on arrive à la fin de cette conférence de presse. Avant de vous quitter, on souligne qu'il s'agit pour la Fondation d'une quand même 35e année d'existence. C'est quand même pas rien. Benoît en a parlé. Je pense qu'il faut souligner l'effort justement des gens qui travaillent là-dedans et depuis tout ce temps-là. Dans ce cadre, l'objectif de cette campagne, on le rappelle, cette année, 25 000 $. Donc, partagez le message parmi toutes vos connaissances, vos réseaux sociaux et tout ça. Et alors, c'est 25 000 $, évidemment, qui permettront d'allumer les ampoules dans les sapins de Noël du pavillon du Hamel à Ville-Marie, du sapin devant le pavillon Tête-du-Lac à Notre-Dame-du-Nord et le sapin devant le pavillon Témiscamingue-Kipawa à Témiscamingue. On vous le rappelle aussi, on peut toujours illuminer l'univers des personnes hébergées en faisant un don via le web, site Internet, www.fondationphilippechabot.com. Donc, vous pourrez, dès ce soir aussi, on va commencer tranquillement, vous pourrez suivre l'évolution de la campagne à même les sapins devant l'utilisation et aussi devant CKVM, grâce à un sapin thermomètre dont Benoît a parlé tout à l'heure. La campagne est officiellement donc lancée. Ça se termine le 7 décembre prochain. Alors, on met un petit peu de pression là, pour que ça fonctionne et que ça défonce ses objectifs. C'est ce qu'on veut avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les représentants des médias et les gens seront disponibles pour faire des rencontres après. Donc, pour répondre à vos questions, évidemment, si vous désirez faire des entrevues. Merci à vous de votre présence et bonne campagne de financement à la Fondation Philippe Chabot. Merci.